Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Harmonie Laurent, je suis ingénieure d'affaires et responsable du secteur public chez Isogeo. Donc, je vous souhaite à tous la bienvenue pour ce second webinaire de la série de 12 webinaires qu'on a inauguré donc le jeudi 25 juin dernier. Le but était donc de pallier le report des conférences physiques auxquelles on a l'habitude de participer et bien évidemment d'enrichir vos connaissances en matière de gouvernance de données géographiques, ce qu'on appelle en anglais le Geodata Management. Donc je remercie toutes les personnes présentes aujourd'hui. Je sais que vos emplois du temps sont assez chargés, surtout en ce moment-là, à la veille des congés estivaux. Donc parmi vous, comme vous pouvez le voir sur cette slide, se trouvent quelques-uns de nos partenaires, des clients et également d'autres acteurs de la géomatique qui nous connaissent un petit peu moins. Voilà. Donc j'en profite également pour rappeler que l'un des participants à un des 3 premiers webinaires organisés par Isogeo se verra récompensé d'un pilote. Donc tous les produits Isogeo seront mis à sa disposition sur une durée de 3 mois et nos équipes formeront ces nouveaux clients en vue de permettre de lancer le catalogage, pardon, de lancer le catalogage dans leur organisation. Donc, bien entendu, cette offre ne s'adresse pas à nos clients ou à nos partenaires, mais bien aux nouveaux acteurs de la géomatique. Donc, ce webinaire a pour but, donc c'est le second, il a pour but de vous faire découvrir ou redécouvrir l'expertise ISOGEO. Et moi, je vais en profiter pour vous présenter mes collègues également qui s'occupent de toutes ces prestations en interne. Donc, dans l'ordre des photos, donc je suis la première. Ensuite, vous avez Carlo, l'assistant chef de projet. Ensuite, vous avez Léo, qui est chef de projet. Mathieu, le président fondateur de la société. Et Simon, qui est développeur. Donc, cette présentation débutera d'abord par une introduction à l'expertise OGEO. Donc, c'est Mathieu qui s'en chargera. Il en profitera pour se présenter un petit peu plus longuement. On enchaînera sur une présentation de la prestation phare d'Isogeo, qui est bien évidemment la mise en œuvre du catalogage. C'est Léo qui s'en occupera. Ensuite, Carlo nous présentera la prestation de métadonnées de référence. Ensuite, c'est Simon qui se chargera de vous présenter les étapes d'une prestation de migration. Léo reprendra ensuite la main pour vous expliquer en quoi consiste une metadata partie. Et avant de nous quitter, on répondra à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à les noter sur un petit papier ou dans le chat pour les poser à la fin du webinaire pendant le moment de session-réponse. J'en profite aussi pour vous rappeler que ce webinaire sera enregistré et que vous pouvez d'ores et déjà assister au premier webinaire qui est disponible sur notre chaîne YouTube. Et vous trouverez l'URL de ce webinaire sur les actualités de notre site web. Voilà, ben maintenant je vais laisser la parole à Mathieu. Merci Harmonie. Voilà, il me paraissait intéressant de donner un petit peu de contexte à ce webinaire, à cette présentation de l'expertise et des prestations ISOGEO. Donc là, vous avez une copie d'écran de notre site internet où vous retrouverez vraiment plus de détails. Donc là, on va parler de gouvernance de l'information géographique, donc du Geodata Management, comme on l'appelle aussi de temps en temps, pour refléter un petit peu l'aspect data de ce qu'on fait. Donc ça consiste tout simplement à gérer et à valoriser efficacement votre patrimoine de données géographiques. Donc vous retrouverez sur le site internet la partie du Geodata Management où on en donne une certaine définition. La partie catalogage qui est pour nous un outil, un moyen pour faire, on va dire même une matière première pour faire de la bonne gouvernance de l'information géographique. Et on n'échappe pas évidemment au cadre des fois réglementaire qui tourne autour de cette expertise. Donc évidemment la directive européenne Inspire, l'open data, puis on en reparlera un petit peu plus tard
d'une thématique qui revient de plus en plus, qui est la cartographie globale des données. Voilà, donc on est, faut le rappeler, un éditeur de logiciels et dans ce cadre-là, en tant qu'éditeur, on propose un certain nombre d'expertises, donc d'accompagnement sur nos outils, mais également d'expertise, de conseils issus de toute l'expérience qu'on a acquise pendant les années. Donc notre solution finalement n'est que le résultat de notre expertise et le bras armé de notre accompagnement envers nos clients. Donc là, bon, un petit peu d'histoire, on va dire un petit peu de lecture aussi également. Vous voyez ici, ce qui me paraissait intéressant de rappeler, c'est que ça fait maintenant bien 10 ans qu'on fait notre métier. Donc entre 2012 et 2015, Isogeo a écrit avec ses certain nombre de partenaires et puis d'organismes qui étaient assez déjà avancés à l'époque sur cette thématique-là. On a écrit 6 articles, donc vous voyez les titres là. Donc vous voyez le premier a été écrit en février 2012 hein, avec un petit titre un peu taquin sur les administrateurs SIG dépriment. Donc c'était un peu face au patrimoine de données géographiques qu'ils avaient à gérer au quotidien. Donc ces articles toujours d'actualité hein, que je vous invite à relire et qui sont disponibles sur notre blog. On parlait aussi donc en mars 2012 l'information géographique est-elle une histoire de spécialiste? Je crois qu'on se pose un peu encore toujours la question. Oui, c'est une histoire de spécialiste, mais pas que, parce qu'on voit bien qu'elle est très présente dans les projets open data, dans les projets BIM également, et dans les projets de cartographie globale des données, entre autres. On voit qu'en février 2013, voilà, on s'est lancé dans une première définition. Je me souviens avec Hervé Albou de Albou Consultant et Isogeo sur qu'est-ce que la gouvernance de l'information géographique, qu'est-ce que ça implique, ses enjeux, ses perspectives d'innovation. Voilà, donc je pense qu'on peut dire qu'Isogeo a été les premiers à poser ses bases, ses fondations de la gouvernance de l'information géographique. Fin 2016, on a fait la synthèse de ces articles qu'on a sortis dans un livre blanc, qui est donc, je rappelle, qui était chargeable gratuitement sur notre site internet. On a aussi tiré le point de vue de différents acteurs de la géodata. Donc vous pouvez voir ici les logos. Et on y a abordé le Geodata Management selon plusieurs prismes qui sont le SIG, les IDG, donc les infrastructures de données géographiques, l'Open Data et le BIM. Donc j'en profite pour vous annoncer que nous travaillons sur une deuxième édition de ce livre blanc qui sera disponible en 2021 où on va apporter pas mal de retours d'expérience pour être très concret et où on va aborder la thématique de la cartographie globale des données qui sera l'objet aussi d'un prochain webinaire. Pour en revenir sur l'expertise d'Isogeo en matière de géodata management, donc elle s'est peaufinée au fur et à mesure du temps et surtout de nos différentes expériences sur le terrain. Donc comme vous le voyez, on a accompagné plus de 75 organismes en 10 ans, qui va de la petite collectivité locale à des boîtes comme Total avec plus de 3 millions de données géographiques à gérer sur plus de 40 ans d'historique. Donc on peut dire qu'on a pas mal d'expérience sur ce sujet-là et tout ça nous a amené à proposer des packs de services que vous voyez ici sur la droite. Donc qui sont au nombre de 17 aujourd'hui. Et on a décidé aujourd'hui d'en choisir, hein, pour tenir les délais, d'en choisir 4. Donc le premier, ça va être sur la mise en œuvre du catalogage une fois que vous avez acquis la solution Isogeo. Il y a la prestation de métadonnées de référence qui nous paraît important, parce que des fois, ça peut paraître une montagne de saisir toutes les métadonnées, mais on a des solutions. Le pack 8 de migration de fiches de métadonnées et le pack 4 de metadata parties. Mais assez parlé, place aux experts. Donc je donne la parole à Léo d'Arangos qui va vous présenter le pack numéro 1. Merci Mathieu. Du coup, je me présente rapidement. Donc Léo, vous voyez ma petite tête là, je suis donc le chef de projet d'Isogeo. Et c'est moi qui suis en charge, comme le nom du pack l'indique, de mettre en œuvre le catalogage au sein d'un organisme dès lors qu'il acquiert la solution. Donc, je vais vous montrer à peu près étape par étape ce que je fais en termes de projet pour mettre en œuvre ce catalogage de la meilleure des façons. La première chose, c'est que je vais paramétrer le groupe de travail de l'organisme dans l'outil Isogeo.
Donc notre offre logicielle est divisée en modules, en ressources et en applications. Et en fait, j'ai un outil de mon côté, moi, qui me permet de configurer le groupe de travail en fonction de ce que le client a commandé comme module, comme ressource et en application. Donc je vais d'abord régler l'accès aux modules. Donc les modules qu'on a, c'est le CSW et le scan, et aussi le module partage. En termes de ressources, on peut définir un nombre illimité ou pas de fiches, de catalogues et d'utilisateurs. Et on peut également allouer du stockage de données sur notre plateforme, selon ce qui a été commandé. Et ensuite, il y a toutes les applications tierces. Donc, ce qu'on appelle applications tierces, c'est des applications qui s'authentifient via un token à notre API. Et grâce à cette authentification, on peut retrouver le catalogue de données dans ces applications-là. Donc là, j'ai mis une petite liste assez exhaustive, un peu exhaustive de tout ce qu'on a. Donc il y aura l'Open Catalog, le CSW, on peut mettre en place un portail, tous les plugins dans les applications desktop, donc le plugin QGIS, plugin ArcGIS Pro, plugin ArcMap, et aussi le widget qu'on installe sur le portail Esri qui fonctionne avec le Web App Builder. Voilà, donc selon les besoins du client, selon son architecture SIG et selon la commande, voilà, j'adapte la configuration du groupe. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, elle consiste à l'installation et au paramétrage du scan. Donc nous, on est une solution qui fonctionne en mode SaaS, mais comme on fait le recensement des données géographiques, il faut bien qu'à un moment donné, on vienne se connecter à vos bases de données ou à vos serveurs de fichiers. Donc ce qu'on doit faire, c'est installer un petit service Windows sur un serveur en interne qui utilise FME et une communication avec la plateforme pour remonter les informations dans le cloud. Donc cette étape d'installation, elle est divisée en plusieurs étapes. D'abord, on vous accompagne en fait à vérifier, à mettre en place les prérequis sur la machine. Donc d'installer la bonne version de FME, de nous mettre à disposition un utilisateur de votre domaine qui a accès aux ressources SIG. Et aussi l'ouverture des bonnes URL pour que le service Windows puisse communiquer avec notre plateforme. Ensuite, on s'occupe de l'installation du fameux service, qu'on configure aussi pour qu'il soit lancé par l'utilisateur ISOGEO justement que vous nous aviez dédié. Une fois que cette étape-là, qui est effectuée sur le serveur, est faite, on configure ensuite le scan directement dans l'interface. Donc tout à gauche, là, on peut voir la version du service. On voit tout de suite que la communication est bonne ou pas avec le service qui est installé. Derrière, on va créer des points d'entrée pour tester si le scan fonctionne bien. Donc on peut aller scanner des fichiers, une géodatabase d'entreprise, ou se connecter directement aux bases de données. Donc on fait tous les tests possibles. Et une fois que tout est vert à droite, là, comme on le voit, on considère que l'installation a été réussie. Et on peut voir rapidement quand même qu'il y a quelques données qui ont été scannées. Voilà pour la deuxième étape. Ensuite, la troisième grande étape, j'ai résumé la mise en œuvre du catalogage, parce qu'il y a un accompagnement quand même assez quotidien ou hebdomadaire. Mais les grandes étapes, c'est ça. Donc la troisième étape, c'est la journée d'audit, qui elle se passe sur site et qui se décompose en plusieurs parties. Pourquoi on fait un audit? C'est tout simplement parce que le catalogage en fait est une brique à part entière d'un SIG ou d'une IDG. Et le catalogage doit s'intégrer de la meilleure des façons dans les outils qui ont été mis en place et dans les méthodes, etc. Donc ce qu'on commence par faire, c'est tout simplement une analyse de votre SIG. Donc on parle un peu du contexte, quel est l'historique, qu'est-ce qui a été fait depuis quelques années, quelles sont également les missions du service en fonction de l'organisme, les missions peuvent être différentes. Qui sont les utilisateurs aussi du SIG? Parce qu'indirectement, ce seront aussi des utilisateurs du catalogue. Quels sont les outils, bien évidemment, qui sont utilisés? Voilà, si on est sur une architecture Esri, une architecture libre ou autre. Voilà. Et on parle également de vos projets. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour que le catalogage fasse partie des projets
car c'est un projet à part entière et qui nécessite un certain nombre de ressources et de temps. Une fois qu'on a analysé ce SIG, on passe à la deuxième étape où on va vraiment se concentrer sur le patrimoine de données SIG. En tant que solution de catalogage, évidemment, ce qui nous intéresse le plus, c'est le patrimoine de données. Donc que ce soit les vecteurs, les rasters ou les services géographiques. Donc on étudie ensemble toute l'organisation de ce patrimoine, donc la façon dont les données sont stockées, dans quel format elles sont stockées, quelle thématique couvrent les données, et sur quel territoire, parce que c'est important aussi. On étudie tout le cycle de vie de la donnée, donc de l'acquisition à la mise à jour jusqu'à l'archivage. On parle aussi de contrôle qualité, hein, c'est souvent la question qui fâche d'ailleurs. Pourquoi on fait ça? Encore une fois, c'est pour que dans ce cycle de vie, il y ait évidemment le catalogage qui soit intégré. Et la troisième grande sous-partie de cette analyse du patrimoine, c'est l'exploitation des données. Donc on étudie toutes les voies utilisées par l'organisme pour exploiter les données géographiques, donc que ce soit sous la forme d'applications, de services, d'outils desktop, de cartes, etc. Et surtout que ce soit en interne de l'organisme ou avec des partenaires ou même à l'extérieur. De plus en plus, on est amené à diffuser les données aussi à l'extérieur. Et le catalogage, justement, doit pouvoir s'intégrer, doit être, enfin, a une importance particulière dans l'exploitation de ces données, car ça nous permet de savoir de quelles données on parle. Donc, toute cette étude nous permet d'établir, lors de cette journée d'audit, des recommandations pour le catalogage. Donc, que ce soit en termes d'administration de la solution de catalogage ISOGEO, de l'organisation aussi des fiches de métadonnées, hein. Il faut que l'organisation des métadonnées reflète votre organisation interne. Et enfin, la troisième partie, donc la diffusion du catalogue, qui doit elle aussi refléter la façon dont les données sont exploitées. L'idée étant d'intégrer le catalogue dans le maximum d'outils de diffusion de données utilisés par l'organisme. Voilà, donc une fois que cette journée d'audit est faite et qu'on sait à peu près dans quelle direction on va, on passe. Ah oui, je voulais vous montrer quand même ce que c'était qu'un rapport d'audit rapidement. Donc là, j'ai juste pris une petite partie de la table des matières, mais voilà, c'est vraiment un rapport qu'on rend à la fin de la journée qui est structuré et qui sert en fait finalement au chef de service SIG ou au service SIG voilà, de base de travail et aussi ça lui permet de prendre un peu de recul aussi sur l'usage du SIG, etc. Donc c'est quelque chose d'intéressant et qui fait surtout partie de notre expertise ISOGEO aussi. C'est de vous accompagner à avoir un peu de recul sur votre système d'information géographique, sur comment il est géré, etc. Et le catalogage permet d'avoir ce genre de réflexion. Donc une fois que cet audit est fait, on passe à la formation administrateur, donc qui se fait également sur site, où là, on va principalement travailler sur la plateforme ISOGEO. Donc ça se découpe en deux grandes étapes. D'abord, on étudie toute la partie administration. Donc comment gérer le scan, de l'installation à la mise à jour en passant par la configuration. Comment gérer les utilisateurs qui ont des droits et des profils différents d'accès à la plateforme. Comment gérer aussi mes catalogues, comment je vais ranger mes fiches de métadonnées, etc. Comment je vais diffuser ces catalogues au travers des applications CSW, de l'Open Catalog, du partage, des plugins. Et aussi comment on configure l'administration de la plateforme. On a notamment un système qui permet de gérer les contacts, les licences, les spécifications, les mots-clés et même les systèmes de coordonnées. Voilà, donc on étudie toutes ces notions-là qui aident en fait à faire du jeu data management pendant cette formation administrateur. Enfin, la seconde partie qui se fait souvent l'après-midi, c'est la partie d'édition de fiches de métadonnées. Donc là, on rentre dans le vif du sujet de l'édition de métadonnées. On parle de la méthode des concepts et de la méthode de catalogage, hein, histoire de ne pas partir dans tous les sens et de faire ça de manière structurée. Donc on a une méthode qui est aussi née de notre expertise, qui nous permet de vous accompagner du mieux que l'on peut dans la saisie de métadonnées. Ces métadonnées, du coup, bah, on les saisit dans l'après-midi, donc que ce soit des données vecteurs, raster et services, hein. Je rappelle qu'on fait les trois types.
On vous apprend également à utiliser nos supports qui sont en ligne et qui vous aideront, une fois qu'on sera plus là, à vous débrouiller un peu tout seul. Voilà, on apprend aussi les recommandations nationales sur la saisie de métadonnées. Moi, je participe au groupe CNIJ Inspire national et notamment à la rédaction des guides nationaux. Donc, voilà, on vous prémâche le travail pour que vous puissiez être en accord avec ces recommandations. Et toute cette journée, elle est animée autour d'un support de formation que je vous envoie à la fin de la journée. Une fois cette étape de formation sur site effectuée, on vous laisse pas, on vous laisse pas tomber pour autant. Ensuite, on essaye d'organiser un certain nombre de points de suivi, donc qui se passent à distance, pour justement mettre en œuvre petit à petit cette méthode de catalogage. Donc ça se fait selon les disponibilités hein, du client, mais voilà, on essaye de faire quelques points, peut-être toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Et à chaque fois, j'essaye de vous donner des tâches à effectuer pour la fois d'après, qui suivent là, justement la méthode de catalogage. Donc par exemple, d'avoir recensé toutes les données, qu'il n'y ait plus de données sans mots-clés, aucune donnée sans contact, sans titre, ou alors faire l'exercice de publier le premier Open Catalog, etc. Tous ces exercices permettent au fur et à mesure au client d'être à la fin de ses points de suivi, en général, il est autonome. Après, il lui reste l'aide en ligne, etc. Enfin, une fois que tout ça est fini, on passe en mode maintenance support. Donc encore une fois, on vous aborde pas dans la nature pour autant. Il y a toujours la possibilité de contacter le support pour poser des questions. Et on essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Voilà pour ma partie. Je vais laisser la parole à Carlo qui va vous présenter notre prestation de métadonnées de référence. Merci Léo et bonjour à tous. Je vais maintenant entrer dans les détails de la prestation de métadonnées de référence. Je commence tout d'abord par vous expliquer ce qu'est une métadonnée de référence. En gros, une métadonnée de référence correspond à une fiche de métadonnées d'une donnée de référence. Les données de référence sont celles qui sont créées par des producteurs nationaux comme l'IGN ou la DGFiP ou encore l'INSEE. Ils produisent des données vecteurs comme la BD Topo, la BD Carto, la BD Adresse ou même le cadastre. Et ils produisent aussi des données raster comme France Raster ou encore Scan25. Comme vous pouvez le voir ici, nous, de notre côté, on a un tableau en interne qui nous permet de faire le suivi des mises à jour des métadonnées de référence et s'assurer que toutes les fiches sont tout le temps à jour. Après, donc, après avoir scanné une donnée, on retrouve dans notre inventaire une fiche avec les champs techniques remplis automatiquement par le scan. Et comme vous le voyez dans cette fiche, sur les tronçons de route, certains champs ne sont pas documentés. Chaque organisme, en général, chaque organisme public dispose de données de référence sur son territoire. Ces données ont le même modèle et la même généalogie, et elles ont donc des champs de métadonnées en commun. Et ces champs-là sont les mots-clés, le thème inspire, le titre, le résumé, le contexte de collecte, la méthode de collecte, les différentes dates, l'échelle, la résolution, et encore la fréquence de mise à jour, la période de validité, les spécifications, conditions et limitations, les ressources, le contact, le ou les contacts, et finalement les attributs. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai cette même fiche sur les tronçons de route qui a été scannée. Le nom et le type ont été remplis automatiquement par le scan. Il manque encore l'alias et la description. Entrons maintenant dans les détails de la présentation, ou de la prestation plutôt. Le principe est qu'Isogeo documente ces données et intègre la documentation dans les fiches du client. L'objectif, lui, c'est de faire gagner du temps au client en accélérant la phase de documentation, en saisissant de manière automatique à l'aide d'un script, donc, les métadonnées de données de référence. Pour aller un tout petit peu plus loin dans mes explications, je vais vous montrer comment se déroule la prestation. Donc tout d'abord,
Le client remplit le questionnaire. Ensuite, on lui demande de scanner les données de référence, puis de les ranger dans un catalogue par produit. De notre côté, à Isogeo, on documente les métadonnées, puis on migre la documentation dans le groupe de travail du client. Le client valide l'import. Une fois que l'import est validé, le client peut publier le catalogue de métadonnées de référence et puis le partager. C'est tout simple. Pour vous donner une idée plus claire, pour les 59 fiches de la BD Topo, à elles seules, vous économisez 3 semaines de travail environ. Maintenant, parlons un peu plus du résultat de la prestation. Vous pouvez voir ici un exemple de fiche de métadonnées. Alors, comme on voit là, on a un titre qui suit les recommandations nationales. À cette fiche est assigné un thème Inspire. Selon les recommandations Inspire, il doit y avoir qu'un seul thème et bien sûr toutes les étiquettes qui vont nous permettre de retrouver cette fiche facilement. Et comme vous l'avez bien vu, c'est encore une fois cette fiche de tronçon de route, mais cette fois-ci bien complétée. Alors, on va cliquer là pour la voir un peu plus en détail dans notre Open Catalogue. Du coup, nous avons de la même manière le titre, le thème Inspire, les étiquettes et bien sûr le résumé avec un petit logo ajouté en plus. Ici sur la droite, on a tous les champs qui ont été ajoutés automatiquement par le scan. Et puis, de ce côté-là, dans l'historique, on a donc la date de création, le contexte de collecte, la méthode de collecte et la fréquence de mise à jour. Bien sûr, au passage, on a aussi les spécifications, les contacts qui ont été ajoutés, et les conditions d'accès, d'utilisation et les limitations. Il nous reste les attributs. Et comme vous pouvez le voir, pour cette fiche, par exemple, il y a 59 attributs. Donc, ça peut être une tâche longue pour réussir à tout faire et mettre vraiment tous les détails qu'il faut. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, le travail est déjà fait. C'est plus ou moins tout pour cette prestation de métadonnées de référence. Ce que je vais faire, c'est donner la main à Simon, qui va vous expliquer en détail les prestations de migration. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Harmonie plus tôt, je suis Simon Samper, développeur à Isogeo, et comme vient de le dire Carlo, je vais vous présenter la prestation de migration, le besoin auquel elle répond et son déroulement. Donc, cette prestation de migration de métadonnées de référence, elle est effectuée suite à une migration de base de données, puisqu'il peut arriver que nos clients changent de format de base de données. Ici, on prendra l'exemple d'un passage d'Oracle à PostgreSQL. Donc, après la migration des données, les clients scannent la nouvelle base de données, ici PostgreSQL, mais au cours de cette migration, l'emplacement des données a changé et leur nom a pu être modifié. Donc, le scan ISOGEO n'est pas en mesure de reconnaître les données qu'il avait déjà scannées et va créer de nouvelles fiches de métadonnées. Après avoir scanné la base de données PostgreSQL, on retrouve donc dans l'inventaire deux fiches par donnée. Les deux fiches pointent vers des tables qui n'appartiennent pas à la même base de données, mais qui correspondent à la même donnée. La première, c'est la fiche correspondant à la table Oracle, qu'on appellera fiche source, et la seconde, la fiche cible, c'est celle nouvellement créée par le scan, qui correspond à la table PostgreSQL. Les deux fiches donc correspondent à la même donnée. La fiche source, elle contient toutes les informations qui ont été saisies par l'utilisateur d'Isogeo au cours du travail de catalogage, mais elle ne sera plus actualisée par le scan puisqu'elle pointe vers une donnée qui est stockée dans la base Oracle, qui n'est plus exploitée et qui donc ne sera plus scannée. La seconde fiche, la fiche cible, elle sera actualisée par le scan parce qu'elle pointe vers une table de la nouvelle base de données, mais elle ne contient pas les métadonnées qui avaient été saisies dans la fiche source, elle contient uniquement les métadonnées basiques récupérées par le scan.
Donc la prestation de migration proposée par Isogeo, en fait, c'est une prestation de migration de métadonnées qui consiste à récupérer toutes les informations contenues dans les fiches sources pour les transférer vers les fiches cibles. Ici, je vous ai mis un exemple. On a à gauche une fiche source, à droite une fiche cible. Donc la fiche source, comme on peut le voir, elle a un titre, des mots-clés, des catalogues et un résumé. Et la fiche cible, elle apparaît telle qu'elle vient d'être créée par le scan, c'est-à-dire assez vide. Et l'objectif de la migration, c'est de prendre toutes les informations contenues dans la fiche source pour les écrire dans la fiche cible, afin de ne pas les perdre. Donc de cette manière, on préserve le travail de catalogage qui a déjà été effectué et on continue à bénéficier de la mise à jour automatique des fiches par le scan. Alors, cette prestation, elle se déroule globalement en 3 étapes. La première, elle consiste à établir la table de correspondance. La table de correspondance, elle rassemble tous les couples constitués d'une fiche source et d'une fiche cible. Cette table, elle est générée automatiquement à l'aide d'un script Python qui se base sur différents critères de correspondance. En fait, dans la plupart des cas, comme on peut le voir dans ce tableau, dans la partie verte, c'est assez facile d'établir la correspondance puisque le nom de la table ne change pas. À part parfois la case du schéma, là, comme on peut le voir, dans la plupart des cas, il suffit pour chaque fiche source, de chercher une fiche qui a le même nom. Comme ça, on établit la correspondance. Dans certains cas, par contre, la migration, ça a été l'occasion de revoir la nomenclature ou de changer l'architecture de la base de données. Donc, on a une modification des schémas ou du nom des tables. Dans ce cas-là, on ne peut pas établir automatiquement la correspondance. Ce qui fait que la table de correspondance qui est générée par le script, elle contient des lignes complètes, comme on peut le voir là en vert, mais aussi des lignes à compléter où on n'a pas la fiche cible. Donc une fois qu'elle est générée, cette table, on l'envoie au client, d'une part pour qu'il vérifie et valide les correspondances qui ont été établies automatiquement, et d'autre part pour qu'il complète celles qui manquent. Ensuite, le client, il nous la renvoie complétée. Et une fois qu'elle est prête, cette table, on peut passer à la migration des fiches de métadonnées à proprement parler. Donc cette deuxième étape, elle fait intervenir un deuxième script Python, dont je vous ai mis un petit extrait là pour faire un peu envie. Et ce script, il va commencer par lire la table de correspondance pour récupérer les informations sur les couples fiches source, fiches cible, notamment l'identifiant de la fiche source, ce qui lui permet de récupérer auprès de l'API Isogeo son contenu et de l'écrire dans la fiche cible. Donc cette opération, elle est effectuée pour chaque couple de fiches de métadonnées. Donc en fait, ce que ça fait, c'est que ça importe les métadonnées depuis les sources vers les cibles. Et ça concerne uniquement les champs de métadonnées qui ne sont pas actualisés par le scan. Donc c'est par exemple les mots-clés, le titre, le résumé, l'imitation, catalogue et j'en passe. Puisque ceux qui sont actualisés par le scan, d'une part, on n'a pas besoin de les migrer, étant donné que le scan les actualise à notre place, et d'autre part, dans certains cas, ça ne serait pas judicieux, puisque le format, par exemple, par définition, entre la cible et la source, il n'est pas le même. Donc, on n'a pas envie de l'actualiser. Donc voilà, on prend tout ce qui nous intéresse dans la source, et on l'écrit dans la cible. Donc, une fois que cette étape-là, elle est finie, on a toujours 2 fiches de métadonnées par donnée dans l'inventaire. À part que cette fois-ci, la fiche cible, elle est aussi fournie que la fiche source. Et la fiche source, on n'en a plus besoin puisqu'elle sera plus actualisée, étant donné qu'elle pointe vers une table contenue dans une base de données, on va arrêter de scanner. Donc on peut la supprimer, cette fiche source. Donc cette étape un peu de nettoyage de l'inventaire et donc de suppression des fiches sources, on l'a fait une fois qu'on a eu la validation du client qui nous confirme que toutes les informations qu'il fallait récupérer dans les sources ont bien été récupérées et qu'elles ont été écrites dans les bonnes cibles. Voilà, donc ça c'est la fin de la prestation. On supprime les sources. Donc à la fin, là je vous ai mis un exemple, c'est les mêmes couples sources-cibles qu'il y a quelques diapos, à part que cette fois-ci c'est après la migration. On peut constater que les 2 fiches sont quasiment identiques, à l'exception de 3 champs là que j'ai surlignés. Donc le nom de la donnée, on voit qu'il n'est pas le même, il y a cette histoire de case dans le schéma. Le format de la donnée et l'emplacement de la ressource. Donc ces 3 champs, c'est des champs mis à jour par le scan. Donc comme promis, ceux-là, ils n'ont pas été touchés dans la cible. En revanche,
le résumé, le titre, les catalogues et les mots-clés, eux, ont été importés dans la cible depuis la source. Ensuite, on supprime la source et l'utilisateur, le client, en fait, à la fin de la migration, se retrouve avec un inventaire tout propre qui ne contient pas de doublons, qui continuera à être actualisé par le scan. Et le plus important, c'est que tout le travail de catalogage qu'il avait effectué, toutes les heures passées à saisir des métadonnées dans APP, les merveilleux moments consacrés à la documentation de données géographiques ne sont pas perdus. Et en fait, une migration de métadonnées, globalement, ça consiste à déplacer des métadonnées entre les fiches au sein du groupe du travail du client. Et pour revenir à ce que disait Carlo à propos de la prestation de métadonnées de référence, la prestation de métadonnées de référence, elle fait intervenir des scripts qui sont très similaires à ceux de la migration, à part que dans ce cas-là, on déplace des métadonnées entre des fiches qui n'appartiennent pas au même groupe de travail. On les déplace depuis les fiches des groupes de travail administrés par Isogeo, qui ont été remplis par Carlo, vers des fiches qui sont dans les groupes de travail du client. Mais c'est le même principe. Donc de la même manière, mais avec des scripts cette fois-ci assez différents, mais toujours en Python, on a déjà eu affaire et on pourrait et on est capable de déplacer des métadonnées depuis des fichiers Excel vers des fiches de métadonnées Isogeo. Voilà, c'est tout pour moi. Et maintenant, je laisse la parole à Léo sur la metadata partie. Alors, comme il n'y a pas que des métadonnées de référence dans la vie, mais il y a aussi des métadonnées métiers propres à chaque organisme, il y a quand même un moment donné où il faut saisir des métadonnées, il faut mettre la main à la pâte, et l'idée c'est de faire travailler un peu toutes les personnes qui ont la connaissance de la donnée pour accomplir cette tâche. Donc, ce qu'on peut faire pour lancer ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle des metadata parties. Donc, c'est une journée sur site où j'interviens en tant que chef de projet pour faire deux choses. C'est d'abord sensibiliser vos utilisateurs de données géographiques, vos producteurs internes de données géographiques ou même vos partenaires au pourquoi du comment, donc pourquoi on fait des métadonnées. Et la deuxième partie, on apprend tous ensemble à éditer des métadonnées. Donc cette sensibilisation elle tourne autour de quatre grands sujets. On parle ensemble de la directive Inspire, donc à l'échelle européenne, qui pousse en tout cas les organismes publics à à publier leurs données géographiques qui concernent 24 thèmes autour de l'environnement à l'échelle de l'Europe, donc de la plus petite structure jusqu'à la taille européenne. Et en plus, cette directive, elle a mis en place un certain nombre de normes que la solution Isogeo respecte. De surcroît, il y a aussi le mouvement plus national de l'open data, qui consiste également à ouvrir toutes les données qui ne sont pas sensibles, donc toutes les données produites par des organismes publics, donc avec de l'argent public, d'ouvrir ces données à l'ensemble des concitoyens. De nos jours, il y a aussi le RGPD, donc le règlement pour la protection des données, qui lui permet qui consiste à justement détecter ces données sensibles, donc qui contiennent des noms ou des prénoms de personnes ou des informations privées en tout cas. Donc encore une fois, pour pouvoir mettre en valeur les données qui sont soumises au RGPD, il faut à un moment donné pouvoir les recenser, les cataloguer. Et enfin, au-delà de toutes ces exigences législatives, il y a de toute façon un enjeu pour les organismes publics ou privés, quoi qu'il arrive, de donner un accès aux données à l'ensemble des collaborateurs qui utilisent des données SIG en interne et voire même à des partenaires. Et encore une fois, c'est via le catalogue ou via la métadonnée qu'on va pouvoir communiquer facilement autour de la donnée et pouvoir la partager. Donc une fois que cette sensibilisation elle est faite, donc avec tous les acteurs de l'organisme qui produisent ou utilisent des données géographiques, on forme l'ensemble de ces en fait éditeurs à l'édition de métadonnées.
Donc on réexplique la méthode de catalogage dont on a déjà parlé tout à l'heure. On saisit des métadonnées sur des vecteurs, des rasters et des services, et on essaye de suivre les recommandations nationales dont je vous ai parlé sur la saisie de ces métadonnées-là. Voilà. Et cette journée, elle a pour but d'être conviviale. Voilà, on essaye de faire ça dans la bonne humeur. Donc, il y a un support de formation, mais il y a aussi des croissants ou la galette des rois selon la saison qui permet de rendre ce moment un peu convivial, ce moment de saisie de métadonnées. Voilà. Et ben j'ai fini pour ma part. Je vais redonner la main à Harmonie qui va animer la dernière session. Me revoici, me revoilà. Donc du coup, avant de passer à la session questions-réponses, histoire de vous laisser un petit peu le temps d'écrire vos questions dans le chat, je tiens à vous rappeler que, pardon, que le prochain webinaire aura lieu donc le jeudi 6 août prochain, même heure et même lieu, donc sur Webex également, et à 14h30. Et ça sera l'occasion d'ailleurs pour vous de découvrir un aperçu d'une metadata partie. Donc voilà, voilà. Avant de passer aux questions-réponses, j'en profite aussi pour vous rappeler que le premier webinaire est disponible sur la chaîne YouTube ISOGEO et que si vous souhaitez accéder donc à cette chaîne, il vous suffit d'aller sur le site internet ISOGEO dans la rubrique Actualité et vous retrouverez donc l'article dédié au webinaire. Voilà, voilà. Donc maintenant, j'en reviens au plan initial et je vous propose de démarrer la session de questions-réponses. Donc, pour rappel, il vous suffit d'écrire vos questions dans le chat par écrit ou bien en demandant la parole. Et pour demander la parole, vous avez un petit bouton à côté de votre prénom normalement. Alors, on va commencer donc par une question que je vais adresser à Mathieu. Donc Mathieu, tout à l'heure, Carlo a expliqué que le pack de métadonnées de référence permettait de faire gagner beaucoup de temps. J'ai entendu 3 semaines de travail sur la BD Topo. Donc la BD Topo, elle concerne 59 fiches. Est-ce que on peut avoir un petit peu plus de détails sur cette prestation? Par exemple, combien de temps ça fait gagner précisément pour un équivalent temps plein? Oui, alors la prestation de métadonnées de référence, elle nous est venue finalement assez rapidement dans l'histoire d'ISOGEO. On s'est rendu compte que vous étiez nombreux à avoir les mêmes données, notamment les données de référence type IGN, cadastre, l'INPN, etc. Et donc on a créé des scripts au début et on a saisi les métadonnées. Donc là, un exemple du temps que ça nous prend, nous, en tant que spécialistes de nos propres outils. Donc Carlo a mis 3 semaines pleines à saisir la dernière version d'ABD Topo, qui est la version 3. Donc vous voyez, les métadonnées sont très très bien remplies, hein. En général, nos clients vont pas jusqu'à ce niveau de détail dans la documentation. Et nos scripts sont maintenant bien consolidés. Et comme on considère que c'est une des parties importantes en fait d'initier le catalogage avec des métadonnées de qualité, on a décidé non pas d'offrir cette prestation, mais de la fournir à un prix qui est en dessous de 1 000 euros, quel que soit le nombre de métadonnées de référence que vous choisissez. Il y a encore quelques mois, c'était à la carte, on va dire, vous choisissez les données en fonction du nombre. Il y avait un prix, là on a décidé de faire un forfait. Donc pour moins de 1 000 euros, on va dire que vous gagnez 3 semaines de saisie de métadonnées rien que pour la BD Topo, mais il faut savoir, pour répondre précisément à la question, qu'on a beaucoup plus de métadonnées de référence que ça. Je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a plus d'une centaine, et donc ça vous fait gagner un temps assez considérable. Merci beaucoup Mathieu. Je vais enchaîner avec une question que cette fois je vais adresser à Léo. Léo,
pour un projet global, combien de temps est-ce que dure la prestation de mise en œuvre du catalogage? Oui, alors ça dépend un peu du projet, hein, d'une manière générale. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. D'une part, la disponibilité du client et de sa DSI, toute la partie d'installation, et surtout de la taille du projet. Donc, si le client a commandé plus ou moins d'outils ISOGEO, mais globalement, un projet, ça peut se faire assez rapidement. En fait, en 1 ou 2 mois, on peut avoir fini de mettre en œuvre, si tout le monde est disponible, les différentes étapes que je vous ai présentées tout à l'heure. Mais ça peut également durer jusqu'à 6 mois ou plus. Voilà, en cas d'indisponibilité du client ou dans le cadre de gros projets avec des intégrateurs, avec beaucoup notamment, je pense aux grands comptes, avec beaucoup de gens qui interviennent sur le projet, avec beaucoup d'outils installés, etc. Voilà, donc ça peut prendre, on va dire, entre 1 et 6 mois globalement. Très bien, merci beaucoup. Donc, étant donné qu'il n'y a pas d'autres questions, j'imagine que cette présentation a été d'une clarté phénoménale. Et donc, je m'apprête donc à conclure ce webinaire. Donc, je tiens à vous remercier à tous pour votre disponibilité. Et bien évidemment, on vous attend nombreux le 6 août. Vous ne serez pas tous en vacances. Donc, je vous dis à bientôt.